Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 3e semaine du mois de mai 2022. Et cette semaine j'ai lu 24 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 18 à 21 de We Never Learn. Alors je vous montre les covers rapidement. Voilà. Et du coup We Never Learn, ça y est, c'est terminé. Alors, c'est édité chez Kazé le 7 juillet 2021 pour le tome 18. C'est un shonen et c'est terminé du coup en 21 tomes. Et là, en fait, ces 4 tomes-ci regroupent les routes alternatives où notre héros finirait du coup avec soit ce personnage, celui-ci ou bien celui-ci. J'ai trouvé ça très sympathique de pouvoir voir en fait comment l'histoire se serait déroulée si notre héros avait fini avec une des autres filles. Et du coup, j'ai envie de vous faire un petit classement de mes fins préférées, on va dire. Alors, je mettrai en premier l'histoire avec Fumino, parce que Fumino, alors déjà, c'est mon personnage préféré. J'étais en L quand j'étais au lycée, je suis une littéraire, je suis un petit peu comme elle, et franchement, j'ai trouvé sa fin, son histoire très touchante en fait. J'ai même chialé pour dire, j'ai été très émue par leur déclaration, c'était très romantique, c'était très beau à lire. Et vraiment, Fumino est un personnage qui me touche beaucoup par son histoire, par son passé, par ses problèmes familiaux. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié ce tome. C'est vraiment la fin que j'attendais et je suis très contente de l'avoir lu. En deuxième, et à ma grande surprise, ça sera Asumi. Du coup, la petite... la demoiselle qui travaille en tant que maid et qui veut devenir médecin comme ses parents. Et j'ai trouvé l'histoire hyper bonne. Là aussi j'ai chialé vraiment. Fumino et Asumi, c'est les deux fins qui m'ont fait chialer. Là parce que c'était très touchant et très mignon en fait, très romantique. Et là parce qu'il va se passer des choses assez matures, assez sombres. Notamment un Nariyuki qui va être en danger de mort littéralement. Et franchement c'est une fin vraiment mature, une fin pour laquelle je n'attendais rien parce que j'appréciais bien le personnage durant les autres tomes mais c'était pas ma favorite. Mais là j'ai trouvé que c'était vraiment une des meilleures fins possibles. Elle était incroyable, c'était touchant, il y avait de l'action, c'était incroyable et ça marchait super bien. Leur relation elle est juste hyper bonne et j'ai beaucoup apprécié. En troisième, ça sera l'histoire avec Mademoiselle Kirizu. Alors, c'est la prof de Nariyuki. Et du coup, celui-ci va devenir prof pour pouvoir se rapprocher d'elle. Et voilà, une fois professeur et adulte, et ben, ils vont finir ensemble. Et en fait, Mademoiselle Kirizu, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié durant ma lecture. Et c'est vraiment un personnage qui m'a fait beaucoup rire et qui, je trouvais, était très intéressante. Et bah écoutez, j'ai beaucoup aimé cette fin. D'ailleurs, c'est le seul tome, je crois, la seule fin où on a un mariage entre les deux protagonistes. Donc c'était carrément cool, c'était un petit plus. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire qui était vraiment très légère et en même temps très jolie à lire. En avant-dernière, je mettrai du coup la fin qu'on a eue au tome 17. Donc la première fin où... qui est avec la sportive, alors j'ai complètement oublié son nom, je suis désolée. C'est le personnage que j'appréciais le moins, pas parce que c'est un mauvais personnage, hein, c'est un bon personnage hein, comme toutes les autres, mais je trouvais que par rapport aux autres, c'était celle que j'appréciais le moins. Je suis moins fan du personnage sportif et ami d'enfance, c'était pas mon truc, mais cette fin, bah écoutez, elle marchait bien et elle était plutôt mignonne. Et en dernière, et ben malheureusement je vais mettre l'histoire avec Ogata. Alors elle est bien, en plus Ogata c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, mais en fait l'histoire est bien, la fin est bien, mais par rapport aux autres c'est carrément en dessous je trouve. Il se passe tellement de choses touchantes ou incroyables dans les autres tomes, dans les autres fins avec les autres filles, qu'avec Ogata je trouve que c'est un peu simple finalement. C'est celle qui m'a le moins touchée, c'est celle qui m'a le moins marquée. Mais ça reste une bonne fin quand même. Mais c'est du coup par rapport aux autres celle que je trouve la moins bonne.
Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ces fins alternatives, c'est qu'on en apprend plus, notamment sur le père de Nariyuki, qui du coup est décédé. Donc on apprend qu'il est mort de maladie et qu'il connaissait Asumi et son père. On sait aussi qu'il était le professeur de Mademoiselle Kirisu quand elle était adolescente. Elle a même du coup rencontré déjà Nariyuki quand il était encore plus petit qu'elle. En fait, voilà, c'est plein de petits détails en plus, d'informations en plus qui font plaisir et qui complètent vraiment l'histoire principale. Et je suis un petit peu triste, voilà, parce que c'est terminé, mais j'ai pris plaisir du début jusqu'à la fin. Et moi, j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne idée d'avoir ces fins alternatives. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas adhéré à l'idée, mais pour le coup, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et je suis hyper satisfaite de chaque fin globalement. Et c'était un plaisir, en fait, de pouvoir découvrir cette œuvre et de l'avoir lu jusqu'au bout. Ah, et puis pour vous dire, les dessins, ils sont juste top. C'est léger, c'est mignon. J'adore. On va passer ensuite au tome 16 à 20 de Dr. Stone. Je vous montre les covers. Voilà. Alors Dr. Stone, c'est édité chez Glénat le 7 juillet 2021 pour le tome 16. C'est un shonen et l'œuvre est en cours. Le tome 21 sortira le 6 juillet. Alors Dr. Stone, je suis contente d'avoir continué la lecture. Alors au départ, j'étais un petit peu perdue parce que ça fait un moment que j'avais lu les tomes 1 à 15. Mais voilà, une fois qu'on rentre dedans, c'est bon. On est bien replongé dans l'univers. Et écoutez, on avance tout doucement. On découvre un petit peu... On en découvre un petit peu plus sur la pétrification et sur le coupable notamment. On a rencontré un nouveau scientifique qui est en plus apparemment le mentor de Senku. Donc c'est vachement intéressant, ça fait plaisir en fait de voir un autre scientifique autre que Senku et de les voir s'affronter, de voir leur esprit un petit peu rencontré et ça donne quelque chose de vraiment très intéressant. Et encore beaucoup d'informations, hein. Je sais que ça peut en gêner certains, on a énormément de termes scientifiques, mais après tout, Dr. Stone, ça parle un petit peu de science principalement, donc c'est normal. Mais je sais que ça peut en perdre certains, il y a beaucoup d'informations, il y a des fois où il y a des pages où il y a des textes gros comme ça, des énormes pavés, mais... Franchement, ça va, ça reste compréhensible, c'est intéressant, c'est divertissant. Il y a beaucoup d'actions, nos personnages ont quitté le Japon et sont partis en Amérique. C'est cool en fait parce qu'ils sortent un petit peu de leur zone de confort, on va dire. Et vraiment, leur but, c'est de réveiller tous les humains en fait et de recréer la civilisation d'antan. Donc c'est très intéressant et je me demande vraiment s'ils vont y arriver. Et ils veulent d'ailleurs arrêter le coupable de la pétrification qui se trouve apparemment sur la Lune. Et donc pour aller sur la Lune, ils ont besoin de construire une fusée. Mais pour construire une fusée, ils ont besoin de beaucoup de main d'œuvre et de matériaux et de cerveau, on va dire. Donc il faut réveiller plein de gens et bah écoutez, c'est super intéressant, c'est divertissant. On avance toujours plus dans la série, on va toujours plus loin dans le développement de la science et c'est juste ouf à chaque fois. Et écoutez, bah, les dessins, ça change pas, c'est toujours aussi bon. Et les personnages sont toujours aussi intéressants et même les moins intelligents, on va dire, ont une importance et c'est vraiment cool. Il n'y en a pas que pour les gros intellos et ça fait plaisir, vraiment, ils ont tous un petit développement et c'est un groupe très soudé et très intéressant à suivre. On passe ensuite au tome 4 à 17 de DeathTube. Alors ouais, j'en ai lu pas mal, hein, et étonnamment, j'ai lu ces 14 tomes en 8 heures, en se disant que j'ai pas fait que ça. Je vous montre juste les covers rapidement. Espérant que ça brille pas trop. Je vais essayer de bouger un petit peu les covers comme ça. Et voilà. Alors DeathTube, je tiens à dire déjà que c'est pour public averti parce que c'est extrêmement violent. Il y a beaucoup de gore, beaucoup de violence, beaucoup de scènes de sexe, de viol.
C'est extrêmement violent. J'ai déjà lu il y a un moment les 3 premiers tomes et c'est vrai que j'étais assez surprise, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi hardcore. Et bah la suite l'est tout autant, si ce n'est même pire. C'est carrément pire en fait. C'est édité du coup chez Delcourt Tonkam le 29 mars 2017 pour le tome 4. C'est un seinen en cours, le tome 18 sortira le 7 septembre. Et du coup DeadTube, je peux dire que qu'on entame actuellement un deuxième arc dans le tome 17. Le premier arc, je dirais que c'est les tomes 1 à la moitié du tome 14 où en fait pendant tous ces tomes-là, on va vraiment avoir l'histoire de DeadTube et on va un petit peu suivre notre héros qui essaye du coup de détruire DeadTube et on va ainsi découvrir qui est derrière tout ça, qui a créé DeadTube, pourquoi, et autant vous dire que c'est ultra choquant, je m'y attendais absolument pas, c'est un truc de fou en fait, j'ai pas les mots, c'est vraiment tout le temps choquant DeadTube, vraiment, tu peux imaginer le pire, ça arrivera. Tu peux pas te dire que ça va être un petit peu censuré sur certains sujets, c'est impossible. Il se passe vraiment des trucs horribles, des trucs très choquants. Où à la moitié du tome 14, voilà, ce premier arc se termine et on entame tout de suite un deuxième arc où au départ j'avais un petit peu peur parce que je pensais qu'on allait juste avoir des nouveaux héros avec un DeadTube Neo du coup, qui a un nouveau DeadTube créé. J'avais un peu peur au départ, hein, honnêtement, mais après voilà, on voit que nos héros principaux rejoignent ce nouveau groupe, ça se mélange et ça devient assez intéressant, il y a quelques nouveautés, c'est un petit peu rafraîchissant, même si bon, en soi, la série aurait pu se terminer avec le premier arc, hein, c'était une fin assez correcte en soi, je trouve. Mais pourquoi pas, je veux bien continuer de lire DeadTube parce que ça reste très correct. Et s'ils ont de bonnes idées encore à développer, pourquoi pas. En tout cas, le deuxième arc a commencé un petit peu timidement. J'avais un petit peu peur que ce soit juste redondant mais avec des nouveaux personnages. Mais non, ça va. Ça reste pas mal, ça reste intéressant et j'ai envie d'en voir plus, d'en savoir plus. Mais en tout cas, ouais, c'est pour public averti, il faut vraiment faire attention, c'est très violent, c'est très hard. Et ça peut être assez répétitif, en fait, pendant plusieurs tomes, on va lire juste des scènes de violence extrême. Et juste après quelques tomes, on va avoir quelques révélations qui fait un petit peu avancer l'histoire, on va dire. Dans tous les cas, ça se lit quand même super rapidement et comme je vous ai dit, j'ai lu ces 14 tomes en 8 heures. Je les ai enchaînés et ça passe tout seul. Très glauque, mais ça passe tout seul niveau lecture. Niveau dessin, bah écoutez, c'est pas mal. C'est même très bon, hein. Les traits sont maîtrisés et c'est bien glauque à souhait. Pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, on va parler de Kingdom Hearts 3, le tome 1. C'est l'édition limitée, donc dans cette édition limitée, on avait manga, mais aussi des petites cartes postales qui sont très jolies. Il y en a en couleur et d'autres en noir et blanc. Ils ont été assez généreux, donc c'est super cool. Voilà. Écoutez, Kingdom Hearts, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Et du coup, c'est édité chez Nobinobi le 15 juillet 2021. C'est un shonen. Et l'œuvre est en cours, le tome 2 sortira le 8 juin. Et autant vous dire que Kingdom Hearts, si vous me suivez un peu, même sur les réseaux sociaux, c'est mon jeu préféré depuis presque toujours. Honnêtement, c'est un jeu que j'ai connu gamine grâce à ma sœur. Et depuis, je l'ai jamais lâché, je l'aime d'amour. C'est un jeu qui m'a beaucoup aidé dans la vie. Et du coup, j'ai évidemment toutes les versions manga qu'il y a pu y avoir en France. Donc j'ai Kingdom Hearts 1, Chain of Memories, 358 sur The Days et Kingdom Hearts 2. Et là, eh bien, écoutez, ils ont sorti le 3e opus en version manga. Et je suis super contente, hein, forcément. Écoutez, c'est un véritable plaisir. Par contre, si vous voulez lire Kingdom Hearts, c'est comme pour les jeux, il faut avoir lu ou joué aux autres avant. Sinon, vous n'allez rien comprendre à l'histoire, hein, c'est clair. C'est une histoire qui est très complexe. Donc si vous n'avez pas joué au jeu, vous ne comprendrez rien.
vous comprendrez rien. Et encore, il faut vraiment jouer à tous les jeux, même les spin-offs, pas seulement au Kingdom Hearts 1, 2 et 3. Il faut vraiment pouvoir jouer à l'intégralité. Sinon, vous allez vraiment rien comprendre à l'histoire ou à moitié. Et ce serait vraiment dommage parce que c'est une série qui est très gourmande niveau histoire. Et c'est vachement intéressant, hein, je l'aime d'amour. Et voilà, j'ai le tome 1 du 3e opus, c'était un véritable plaisir. Dans ce tome 1, on est du coup dans le monde de Hercule, parce que si vous connaissez pas les principes de Kingdom Hearts, c'est un mélange d'un univers inventé, donc Kingdom Hearts, avec les univers Disney et Final Fantasy. Donc c'est pour ça que sur la couverture, là, on voit Hercule, Megara et tout. C'est en fait nos personnages qui vont dans les mondes Disney pour affronter les ténèbres, en gros résumé. Et là voilà, et comme dans le jeu, on passe dans le monde de Hercule en premier, et c'est plutôt sympathique. Alors dans ce petit tome, on a déjà fini l'aventure dans le monde d'Hercule. Alors, on peut se dire que c'est un petit peu rapide, mais en même temps, contrairement au jeu, on n'a pas toutes les phases de gameplay et de découverte. Là, c'est vraiment juste l'histoire. Forcément, ça va beaucoup plus vite. C'est un petit peu dommage finalement, mais ça reste très très bien. Et puis de toute façon, quand on lit, on est là pour l'histoire, hein. De ce côté-là, c'est maîtrisé et ça fait plaisir. On a même quelques petites références au Disney, genre notamment aux musiques. Il y a plein de petites références. C'est drôle, c'est léger, c'est un peu plus fun que dans les jeux, même si dans les jeux ils mettaient déjà pas mal d'humour assez Disney. Il y a plein de petites références dans le manga et c'est super cool. Et puis niveau dessin, bah ça reste assez simple, hein. Il n'y a pas énormément de décors pour le moment. Mais voilà, ça reste quand même très mignon, assez enfantin, hein, niveau trait, mais l'histoire est loin d'être enfantine, hein, elle est très complexe comme je l'ai déjà dit. Et ça fait plaisir à chaque fois de replonger dans cet univers, quel que soit le format, jeu, livre, j'adore. Et c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur ce manga que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.